Aujourd'hui, on prend la route pour une destination spéciale, lointaine et qui va nous obliger à traverser plusieurs frontières. La Slovénie, un petit pays d'Europe centrale qui cumule 2 millions d'habitants sur un territoire plus petit que l'Auvergne. Il se trouve que la Slovénie est si mal connue qu'elle est souvent confondue avec la Slovaquie. Un vrai problème puisque chaque année, pas loin de 600 kg de courrier est envoyé au mauvais pays. Tout ça est véridique. Je ne connais aucun artiste, aucun plat ou aucun film slovène. Finalement, la seule chose que je sais à propos de ce pays, c'est qu'il fabrique des systèmes d'échappement parmi les plus réputés du monde. Et après pas moins de 13 heures de route... C'est juste un ralentissement. C'est pas du tout juste un ralentissement. Quelques ravitaillements. Il faut que ça brille. Hein. Et essaye de le faire comme si c'était le tien. Hein, genre bien, tu vois. Aussi la soif. Hein. Et approximation grammaticale étrangère. Pollo al curry. C'est possible avec pasta? La pasta? Avec pasta. Ah, vous voulez pas pasta? Nous arrivons à destination. Akrapovic, le légendaire fabricant d'échappements haut de gamme, devenu une des références mondiales dans son domaine. Mais avant la visite, je dois soigner mon style. Oh, franchement, ça se voit presque pas. Hein. À peine, hein. Tranquille. Tu vas être tout beau. Eh ben voilà, hein, Eh c'est ben parti. nickel. Hein. Voilà, là t'as la ça classe. aussi. Bon, ça c'est un peu plus classe. T'as vu, c'est comme Il y a un floqué côté et gilet tout. jaune, Ouais. mais stylé un peu, quoi. Tu vois. Allez, on y va, je t'emmène. Romain Teffo, le responsable marketing en charge de la France, va me guider dans le site de production. La première chose à savoir, c'est que tout est fabriqué en interne. 100% des pièces et de l'assemblage sortent de cet énorme bâtiment de 30 000 m². On commence par la matière première, et pas n'importe laquelle, le titane. Akrapovic en a fait sa spécialité en développant une technique unique pour travailler ce matériau coriace. Parmi les choses tenues secrètes, la composition exacte de ces alliages de titane. Ils sont livrés sous forme de rubans plats, dont les échantillons sont contrôlés par le laboratoire interne avant de partir en production. Et la première étape est assurée par cette machine un peu spéciale, dont une partie aussi est top secret. C'est à partir de cette machine-là que tout se crée. Celle-là. Exactement. Il n'y en a pas d'autre. Non, il n'y en a pas d'autre. C'est là, c'est le point de départ. Elle date de 1999. Ah ouais, ok. Elle marche 24 sur 24, 7 jours sur 7. Énorme. Et c'est la plus grande machine aussi qu'on ait à l'usine. Elle est vraiment super spécifique. Donc celle-là, on ne peut pas tout filmer parce qu'il y a une partie du process qui est top secret. Mais en fait, ça part de la feuille de titane. Et ensuite, ça va être transformé en tube. On va pouvoir le voir à la sortie. Donc chez vous, on insiste là-dessus, sur le travail du titane, toujours à froid. Qu'est-ce que ça change en fait? C'est beaucoup plus difficile parce que tu as besoin d'avoir le bon alliage. Le titane commercial, en fait, il va être éventuellement cassant. Et tu ne pourras pas forcément en faire des diamètres comme ça. C'est grâce à la qualité des alliages. Comme on disait, on en a 7 différents selon l'endroit où il est utilisé dans la ligne. Et ça, c'est des choses vraiment spécifiques. Et s'il n'a pas ce pouvoir élastique mais quand même résistant et ainsi de suite, tu n'arrives pas à faire ce genre de choses là. D'accord. Là c'est vraiment notre secret interne de fabrication. Et pourquoi vouloir le faire à froid plutôt qu'à chaud finalement? Est-ce que ça altère un petit peu les... pour pas dégrader ça altère les caractéristiques du titane de le faire à chaud? Exactement. Ça c'est le point zéro, ça part de là quoi. Ouais. Ça avance et là l'aventure commence quoi. Et là l'aventure commence. On dirait pas comme ça, mais cette machine bosse presque non-stop depuis 25 ans et produit chaque jour 6 km de tubes. Maintenant que le titane est en forme tubulaire, il faut lui donner la bonne forme en fonction de la ligne d'échappement. Pour ça, on doit le cintrer. Une autre étape très spécifique. Romain m'avoue que, avant l'automatisation, cette étape était réalisée à la main par le fondateur, Igor Akrapovic, jusqu'à la fin des années 90. Là comme ça on pourrait croire que c'est tout bête, c'est juste une machine qui appuie sur le tube et qui le plie. Pourquoi c'est si spécifique, pourquoi c'est si technique de cintrer un tube? Parce qu'en titane, c'est beaucoup plus difficile. Le titane est plus fragile, plus cassant. Si c'est du titane commercial, mais on en revient toujours au fait que nous, on utilise des alliages qui sont spécifiques. Du coup, ils vont avoir une élasticité qui est un petit peu différente. Et on va réussir, imagine, à faire jusqu'à 180 degrés avec un tube. Sans déchirer, sans déchirer. Oui, effectivement. Ce qui est compliqué finalement, c'est de le cintrer parfois à l'extrême, sans détériorer la surface, sans déchirer le support.
Mais toutes les parties des échappements ne sont pas faites de tubes, d'autres doivent être moulées. Et pour ça, on arrive dans une partie de l'usine encore plus protégée des caméras. Bon Romain, je suis très frustré. Tu m'as invité en Slovénie, tu m'as parlé de cette fonderie de titane, elle est derrière, j'ai pas le droit d'y aller. Elle est là. C'est frustrant. Pourquoi on n'a pas le droit d'y aller? C'est un très grand secret industriel pour nous. D'accord. C'est un des très gros avantages concurrentiels, je dirais, chez Akrapovic. Parce que finalement, vous êtes, à ce jour, en tout cas de connu, la seule marque qui fabrique des pots d'échappement et qui a sa propre fonderie de titane. À notre connaissance, oui. Et même de façon générale, en Europe, d'après les spécialistes, tu n'as pas plus de 2-3 fonderies justement de ce type-là. Donc c'est un truc qui est vraiment très très spécifique, la fonderie de titane. Ouais. Le principal intérêt à avoir sa propre fonderie, c'est de pouvoir recycler les chutes non utilisées dans le produit final. Exactement, c'est vrai que tu as quand même énormément, que ce soit dans la découpe des tubes ou bien des plaques de titane, quand tu fais tes supports, les choses comme ça, il y a énormément de matériaux qui n'étaient pas réutilisables. Là, quelque part, on a quelques échantillons des différentes phases de la fonderie. Je voulais vous montrer un petit peu, même si on ne peut pas y aller, au moins que vous compreniez le processus. Là, quand on parle de chute, on parle de ça, c'est-à-dire que finalement, c'est tous les morceaux qui ont été découpés pour que la pièce finale soit jolie, qui sont compactés. Oui, ça nous a été renvoyé de l'usine, tu vois. On les découpe, on en fait ce qu'ils appellent ici des briquettes, comme ça. Et après, ça va être fondu et donc utilisé. Alors, pas à 100% de matériaux recyclés, il faut toujours remettre quand même du titane neuf à l'intérieur. D'accord. Et tu peux remettre 40% de produits cyclés comme ça. Mais comme vous avez toujours du titane neuf, finalement, il y a un roulement. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc, si je comprends bien, il y a d'abord un modèle en 3 dimensions qui est fait en cire. Ouais. Ensuite, autour de cette pièce en cire, on vient mettre plusieurs couches de céramique, donc en poudre. Et là, d'ailleurs, on ne voit pas, mais il y a plein de sacs de céramique un peu partout autour de nous. Et donc, travailler. La céramique, finalement, vient épouser la pièce qui est en cire. Tout à fait. On fait plusieurs couches, 8-9 couches comme ça. Tu vois, tu as à peu près jusqu'à 1 cm d'épaisseur en différents bains. Il faut les sécher entre temps, donc ça prend quand même pas mal de temps. Finalement, rien que le fait de fabriquer le moule en céramique, ça prend déjà plusieurs jours. Ouais, allez, je me disais 3-4 jours. Tu as énormément de boulot, rien que ça. Ouais. 3-4 jours pour préparer le moule. Vous injectez le titane dedans. Après avoir retiré la cire. Et après, effectivement, il faut détruire la céramique pour accéder au produit. Mais il y a encore énormément de travail derrière manuel parce qu'il faut découper, il faut repolir. Malheureusement, mis à part quelques images officielles qu'on nous a fournies, impossible de filmer ce processus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les moules mettent plusieurs jours à être fabriqués et ne servent qu'une seule fois. Il faut donc refabriquer les moules pour chaque pièce en titane fondu. Un travail colossal et très manuel. En parlant de main, Romain me présente celle des soudeurs, hommes et femmes, qui se relayent toutes les 8 heures. En tout, ils sont 600, tous formés par l'entreprise. Vous avez vraiment une école de soudure? Oui. Ah oui, ok. Ouais, parce que même un soudeur qualifié, on va quand même le tester et le former pour qu'il soit capable, comme tu disais avant, d'aller bosser par exemple sur le titane, au TIG. C'est extrêmement quand même particulier. Combien de temps ça dure la formation de soudeur? La formation dure 6 mois. Ah quand même? Ouais, avant qu'on remette le gars sur la ligne de production, il a 6 mois derrière. Donc pendant 6 mois, il a des petites pièces, il doit les souder et… Voilà, ouais. Tu vois, un truc tout bête, mais le petit crochet là où tu mets ton ressort, et bien ça c'est un truc tout bête, mais ça va être peut-être la soudure la plus difficile à faire parce qu'elle est très petite, elle doit être extrêmement propre. Et du coup les gars on leur fait souder au début des centaines de crochets par jour. Vrai. Ouais. Et ils sont là, ils passent leur journée et quand ça commence à être propre, écoute, ils peuvent passer sur la chaîne de prod. Pour tracer les produits, un gravage assourdissant frappe les numéros de série avec une pointe en métal. Histoire de pouvoir retracer chaque ligne sortie de l'usine et limiter les contrefaçons. Ah ben justement, alors ça c'est un vrai sujet quoi. Ça a même un nom, on appelle ça les Akrapowish. Comment on fait la différence entre un Akrapowish et un vrai silencieux officiel Akra? C'est quoi les techniques pour ne pas se faire avoir en fait? Comme il y a justement, on vient de le montrer, ce numéro de série qui est unique. Il est toujours au même endroit? Il est toujours au même endroit. Si tu n'as pas ça, déjà… Donc là, sur le col, en gros… Tu n'es pas sur un Akra. Ok. Et la deuxième chose, ça va être le fait que nous, même un scooter 125, il est développé au banc de puissance spécifiquement pour les caractéristiques moteurs. Donc en fait, on n'a pas de silencieux qui soit universel. Chaque pot est développé pour se monter sur une machine? Une machine uniquement, ouais. Ok, donc là, il y a déjà un indice. Comment on peut vérifier que le numéro de série, finalement, existe aussi? On peut le vérifier dans notre base de données. Donc il suffit d'envoyer un mail à Akrapovic. Voilà. Avec un numéro de série. C'est toi qui reçois ces mails? C'est Bibi qui se le colle. C'est toi qui vas te le coller? Bah oui, tu es responsable du marché français, hein, tu assumes. Hein. C'est ça. Surtout que les Français aiment beaucoup les pots Akrapovic. Oui, c'est vrai. Ah oui, oui. C'est dommage. Ça peut être dangereux, faire attention quand même. Dangereux. C'est pas développé spécifiquement
pour la machine. Okay. Si tu vas monter ça derrière sur certains, je sais pas, un gros bi, le truc il peut exploser. On a déjà vu des choses comme ça. Non, ça explose ça peut, en roulant. Non, ça peut être dangereux. Fan de contrefaçon de la marque, vous savez maintenant que votre explosion subite est imminente. Bon, on a vu globalement comment c'est fait, mais dans la visite, il y a 2 ou 3 choses qui détournent mon attention, comme ce robot de contrôle qualité. Qu'est-ce que ça permet de faire finalement à la fin de contrôler tous les produits Ça, tu pourras demander à n'importe quel mécano ou bien à Franck par exemple. Voilà. Franck, voilà. C'est quand tu montes un Acra, oui. ça tombe en face. Est-ce que c'est pas besoin facile de repercer? Je vais demander à Franck, ouais. Tu sais quoi, je vais te prendre en jeu, je vais l'appeler. Allez, tu vas demander comment ça se monte un Acra? Vous voulez dire rien? On va voir, parce que des silencieux Acra, il en a monté quand même. Franck, dis la vérité. Est-ce que quand tu montes un pot à Krapovic sur une moto, ça tombe en face des trous? Oui. Ah, t'as mis du temps à répondre. Ah non. Romain, il a le poing en l'air, il est content, il est fier. Toujours dans l'idée de contrôler la qualité, je vous présente le robot Sabrina. Pourquoi une femme? Parce que le robot ne serait pas tendre avec la mécanique, d'après nos hôtes. Sa mission, c'est de parcourir des milliers de kilomètres en utilisant la moto comme on le ferait dans la vraie vie, pour tester la résistance des systèmes d'échappement et mesurer chaleur et pollution émise. Bader, je te propose qu'on prenne un petit café. Ok. Ouais, on fait une petite pause dans la visite. C'est original, donc là on est en plein milieu de l'atelier et il y a cette zone café quoi. Ouais, voilà, petite pause relaxation pour les employés. Et je veux la même machine à café au bureau. On en profite pour aborder des sujets moins techniques et plus humains. En tout, l'entreprise c'est 1500 salariés, mais là-dedans il y a combien d'ouvriers? Déjà par exemple, tu as rien que 600 soudeurs, ce qui est déjà assez énorme. Donc il y a un tiers de l'entreprise c'est des soudeurs. Ouais, plus d'un tiers. C'est clair. On est sur la frontière avec la Croatie et il y a pas mal de soudeurs par exemple qui passent la friction des frontaliers, qui viennent tous les jours bosser parce que les conditions de travail et les salaires sont supérieurs en Slovénie par rapport à la Croatie. Bon, donc toi tu es aésien, donc tu es né à Annecy, tu as grandi à Annecy, mais du coup maintenant tu as un accent slovène quand tu parles français. Ouais, a priori, c'est pas a priori, je te le confirme. Hein. J'ai cru au que début les que t'étais spectateurs slovène, pourront le... alors qu'en fait t'es plus français que moi. En fait, je suis, ouais. Écoute. Bah, parlons des conditions de salaire finalement. C'est quoi le salaire minimum en Slovénie? Le SMIC local, on est sur les 1100 € en net. D'accord. Le salaire médian, lui, c'est plutôt sur les 1400. Donc, comme on disait, c'est peut-être moins effectivement qu'en France, mais la vie est un peu moins chère aussi. Elle est un peu moins chère, mais pas de la différence. Donc le pouvoir d'achat est proportionnel. Est moins, mais c'est pas proportionnel. Le pouvoir d'achat est légèrement inférieur à la France. Après, il y a beaucoup d'autres choses en termes de qualité de vie. Par exemple, je ne regarde pas forcément que le salaire, c'est pas pour ça que je suis parti. Tu as une qualité de vie, bon, vous ne pouvez pas passer beaucoup de temps malheureusement chez nous, mais tu as pu te rendre compte déjà un petit peu quand même qu'on va aller aussi très calme. À Ljubljana. C'est calme, c'est reposant, c'est très vert, c'est propre, c'est sûr. Il y a beaucoup d'avantages quand même qui font que tu as vraiment une belle qualité de vie et au final, écoute, les gens sont très heureux en Slovénie. Et parmi les avantages, il y a quoi finalement quand on travaille en tant qu'ouvrier dans une entreprise slovène et notamment en plus chez Krapovic? Dans la loi par exemple, c'est pas en fonction de la taille de l'entreprise ou au choix de l'employeur, mais tu as un panier repas qui est obligatoire. Ok, voilà, ça c'est pour tout le monde. C'est en plus du salaire. C'est en plus du salaire. Tu as une somme tous les jours pour manger. Exactement, c'est ça. Excellent, et ça, c'est pas parce que c'est un gros CE dans la boîte ou quoi que ce soit. C'est même la micro-entreprise, elle est obligatoire. Voilà. Il y a pris en charge des frais de déplacement aussi pour tout le monde. Ça, c'est à la charge de l'employeur, c'est pareil, ton trajet jusqu'au travail. Ok, peu importe la distance. Peu importe la distance, effectivement. Okay. L'employeur aussi peut se permettre d'aller chercher des profils spécifiques, même s'ils habitent loin. Tu vas réussir à trouver une main-d'œuvre qualifiée parce que du coup, ils n'auront pas tu vois, la perte de salaire du fait du transport qui est pris en charge. Donc ça. Depuis qu'on est là, effectivement, on sent une certaine détente. Il y a de l'organisation, bien sûr, il y a un côté un peu quand même germanique, quoi, hein, globalement. Oui, historiquement, vrai. Mais il y a aussi de l'apaisement. C'est-à-dire qu'on sent globalement que les gens ils sont assez détendus malgré ce cadre de travail. Ça me fait plaisir que tu l'aies vu parce que c'est vraiment le cas. Et la vie au quotidien est relaxante et très... Le mot c'est paisible, ouais. Ils sont super matinaux, ça plairait pas forcément à tout le monde. Nous on est à 7h du matin au bureau déjà, c'est l'horaire de départ classique. Ouais, à 7h du mat, on est déjà tous à bosser sur les ordi. Donc, mais ça permet, tu vois, justement, tu as une vie culturelle, sociale l'après-midi à partir de 4-5 heures de l'après-midi, ça s'anime. Un équilibre de vie qui est quand même un peu plus penché sur... très bien classé là-dessus la Slovénie annuellement dans les différents classements par rapport à la qualité de vie, des choses comme ça.
Après cette courte pause, la visite continue et évolue vers la recherche et le développement. Et plus particulièrement, l'aile qui concerne le MotoGP. 80% du plateau de la catégorie Rennes est équipé par le fabricant slovène. On peut dire que le banc maison, dédié au MotoGP, a mesuré les motos les plus performantes de l'histoire. Micha, le directeur de service course, me laisse entrer dans cette pièce unique au monde. So here it is. Yes, the machine, the room where we can find MotoGP superbikes. Depends on the time of the year. And where we have made all the measurements in, let's say, the last 15 years. What you have seen in the racing, in motor racing, was done here. Is there a period where MotoGP engines were more crazy, or is it today the last actual engines? I would say they are now reaching the top. Okay. In case of the 1 liter displacement. Okay. And do you have a preference in terms of engine architecture, engine sound, cross-plane, 4-in-line, V4? Your personal taste. What do you like to hear in this? My personal taste is something of the V4 in the road-going version. Oh, okay. The MotoGP sound is so aggressive that it's difficult for the ears. So. But the superbikes are more natural, more pleasant to hear. So road legal V4. Let's say it like this. It's the best for your ears. Yes. Okay, yes. I understand. Peu d'infos ont filtré, à part que tous les constructeurs frôlent les 300 chevaux à la roue arrière, qu'une ligne d'échappement complète pèse jusqu'à 1 kg seulement et a une durée de vie de 1500 km avant de se briser. C'est toujours ça de prix, d'autant que Romain a une surprise pour nous. Désolé pour avant, j'ai compris qu'on t'a un petit peu frustré. Un petit peu, ouais. Du coup là, on va t'amener pour voir quelque chose dont je suis certain que ça va vraiment te plaire. Ah ouais? Là, si t'es passionné de moto, il y a de quoi faire. Un petit peu, oui. Ouais. Donc là, le petit musée qui va bien, à Krapovic avec des moteurs de MotoGP. Des moteurs de MotoGP, ouais. Du Superbike, moto championne du monde. C'est à peu près un quart de notre collection privée. Donc attends, Romain, que je comprenne bien. Ça, c'est donc des moteurs et des motos de course parce qu'il y a du Rally Raid, MotoGP, Superbike, que Igor a acheté pour lui, pour les garder en fait. Pas forcément acheté, des fois ça peut être aussi juste une récompense pour un bon partenaire. Un bon partenariat, voilà, des choses comme ça. Donc, moi, je l'ai expliqué. C'est vrai qu'on a la chance d'être impliqué dans le MotoGP depuis le passage au 4 temps. Et donc, tu as vu au service compétition, nous, on a un banc sur lequel toutes les générations de MotoGP sont passées au moins une fois. Parce qu'on a travaillé avec tous les fabricants de MotoGP. Et effectivement, là, tu as la chance d'avoir certains des moteurs directement exposés comme ça de belle manière où tu peux voir tous les détails, tu vois un peu la compacité. C'est ultra compact. Donc là, c'est petit. J'imagine que c'est peut-être les 800 cm3, c'est les 800, c'est ça? On a là aussi, tout à donc, fait. Donc V4 800, donc, tu as plusieurs générations. 800 cm3, c'est magnifique. J'ai jamais vu un moteur de MotoGP d'aussi près. Hein. Ouais, et puis surtout de différents constructeurs. Ouais. Parce que chaque constructeur va avoir chez lui forcément ses machines, mais les avoir comme ça regroupées sous un seul toit de différents fabricants, ça c'est quelque chose qui est assez unique au monde. Et donc ça c'est un des moteurs de la RS Cube. Tout à fait, voilà. Incroyable. Tu le reconnais à ses développé par Cosworth, c'est pas Aprilia qui l'avait fait. Ouais. Et donc effectivement 3 sorties, magnifique. Et qui à l'époque n'était pas en titane encore, quand on a débuté. Ah, donc parce que les alliages de titane de l'époque ne résistaient pas forcément aux températures imposées par le MotoGP. Du coup, on faisait de l'inconel, qui est de l'acier renforcé avec du chrome. Okay. Mais c'est là aussi tu vois justement la technologie, comment elle avance, et quand on continue constamment de développer, les MotoGP de nos jours, elles sont à des échappements titane. Titane, d'accord. Ce qui a l'avantage d'être 50% plus léger que l'acier. Donc puis après tu avances dans les différentes générations, là tu vois des choses qu'on fait, voilà. Déjà plus récemment, tu vois que maintenant tu as une isolation thermique sur l'échappement qui va permettre d'éviter d'avoir moins de radiation de la chaleur et d'avoir des composants à proximité qui du coup reçoivent moins de chaleur. Imagine que tu as ton amortisseur qui passe très proche, tu veux que la température de l'huile soit constante. De l'amortisseur. Et donc on fait des choses aussi comme ça maintenant pour isoler en plus les composants alentours. D'accord. Et il y a une RS Cube là-bas, elle y est la moto? Ouais, là tu l'as. Ah, je vois qu'elle te fait plaisir celle-là. Ah bah oui. Ça bosse encore un peu derrière, t'entends, il y a un peu de bruit, désolé pour la caméra, mais il faut faire des heures sup. C'est le service course, donc c'est eux qui fabriquent les pots d'échappement. Normalement, ils sont plus là à cette heure-là, mais j'imagine qu'ils font des heures sup pour Pedro Acosta, c'est ça? Ouais, quelque chose comme ça. Ça manque de stock. Après ce moment privilégié, la visite ne pouvait pas se terminer sans la rencontre de l'homme derrière cette histoire.
Igor Akrapovic, lui-même, qui m'a vous sortir d'une réunion tableau Excel ennuyeuse et ravi de parler moto avec nous, et notamment de ses premières années en tant que pilote de Grand Prix. Actually, I was in front of Randy Maman at that time. Oh, okay. And you see, I was all black and really not in the best shape. And Saturday afternoon, when I found that I was qualified for the race, I said to my wife now, I will race tomorrow. And then I start to repair my bike. And then I race. And I crashed because my handlebar broke. It was broken before during the crash, but I didn't saw the crack. And this was my walk back to the paddock. And when we go home, slowly the painkillers start to work. And then it was quite hard to come to Ljubljana. And then I have to cut my boot to get it from my leg. Wow. So these were really crazy times. Yeah, crazy times. Yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you. It's an honor. Thank you. Aujourd'hui, Akrapovic est un empire, capable de produire plus de 200 000 échappements chaque année. Un chiffre d'autant plus impressionnant quand on pense que, il y a 30 ans, tout a commencé par quelques lignes d'échappement formées à la main par cet homme.